Oui. Donc, je suis Chris Mann, je suis responsable de l'association Les Grands Voisins et je suis joint d'une association Félicité. Peux-tu la présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, moi c'est Félicité, présidente de l'association Yalomsprod. Nous, on est dans la culture, donc on essaie d'amener la culture vers les personnes vulnérables, malades, isolées, pour leur apporter un peu la joie et l'espoir. Et donc, vous avez invité pour plusieurs conférences Maman Sob. Madame Sob. Maman Sob, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok. Bonjour, les grands voisins. Comment vous allez? Donc, moi, je suis enthousiaste parce que j'ai découvert que les sexes féminins, c'est la mère terre. Qu'est-ce que vous chantez? C'est la mère terre que j'ai rencontrée depuis des siècles dans mes études universitaires. Ça fait plaisir d'écouter ça. Et Monsieur Chris, vous allez bien? Très bien. Je me sens bien accueilli et c'est un honneur de vous avoir ici ce matin. Merci beaucoup. Dans ma culture, quand on salue, même s'il y a 100 personnes, on doit demander un à un, une à une, comment tu vas? Comment tu vas? Merci pour l'accueil. Je suis Sobdi Bekemai. Maman Sob pour les fans. Je suis tchadienne. Et je vis en Djamena. Et je suis à Paris grâce à ma petite sœur, mon amie, ma Faladja chérie. Vous comprenez ce qu'on appelle Faladja? C'est la fraternité. Faladja, c'est un mot en arabe de chez nous. C'est la brèche. Ça. Donc, je l'appelle ma Faladja chérie. C'est grâce à elle que je suis ici. Merci. Et, cher professeur, est-ce que tu peux te présenter? Et parfois, je m'appelle Leandro Milano. Et c'est avec ce nom que j'ai fait des programmes pour la radio, pour la télévision en Amérique du Sud. Mais j'aime changer de nom parce que nous sommes comme des arbres, comme des plantes et comme des choses qui tout le temps changent. Alors que je me suis dit depuis que j'étais jeune, mais pourquoi je dois être toujours le même si tout le temps je suis en train de changer? Maintenant j'ai les cheveux blancs, les dents qui tombent, les genoux. Non, c'est pas la même chose que j'étais hier. Alors que chaque période, je change de nom. Et je change de pays de telle façon que les gens n'arrivent pas. Et parfois, dis donc, ce monsieur déjà trop âgé, 80 ans, c'est normal qu'il n'est pas bien dans sa tête. Bon, alors que, donc, du fait, je ne peux pas nier que je suis latino-américain et que j'ai travaillé 50 ans dans la recherche universitaire. Et je suis maintenant obligé à la retraite parce qu'ils m'ont obligé à la retraite. On m'a dit, mais vous avez 70 ans et vous voulez continuer? Je lui dis, oui, mais il me manque encore 30 ans pour arriver à 100 ans. Non, alors que j'étais obligé de partir à la retraite, alors que j'ai dit, donc maintenant je vais m'occuper de mon quartier, de mes voisins, de mes amis. Bravo. Et je vais rencontrer plein de monde. Et maintenant, je suis heureux d'avoir rencontré la mère de la terre. Parce que c'est la mer, c'est la terre. Donc, voilà. Effectivement, il y a rencontré, il y a raconté. Ouais. Et votre récit, parce que vous êtes auteur de ce livre, Le sexe féminin, une fatalité, point d'interrogation. Et cette manière de raconter, et ta manière de raconter aussi, c'est important. Parce que le message, ça part sur des récits.
Et c'est la manière de De raconter. raconter, ça prend le C'est temps. comme ça qu'on peut évoquer l'imaginaire et l'intelligence d'autrui. Donc aujourd'hui, nous sommes honorés de l'enthousiasme enfantin presque du petit garçon du professeur Milano qui s'est dit, mais ce livre est très très chouette, est-ce que vous pouvez passer? Et j'aimerais bien que professeur Milano, que tu conduis l'entretien, que tu nous présentes ce livre qui t'a touché et qui m'a touché aussi. Mais c'est ta présentation. Bon, j'ai travaillé rapidement ce livre. Je l'ai étudié 2 fois et maintenant je passe à la troisième phase, que c'est l'analyse sémiotique, c'est-à-dire que je vais identifier la nature des mots qu'on utilise. Parce que c'est un récit où il y a un mot-clé qui dévoile tout. Et ça, c'est les mots que je vais les souligner devant vous, parce que ça, c'est le secret que l'inconscient collectif du peuple, de vos pays, avec un mot qui ne dit pas littéralement qu'est-ce qu'il dit, va dire autre chose d'essentiel de votre peuple. Ça, c'est le mot Bible. Le mot Bible, okay. que vous l'avez dans la page 17. Bible, ça veut dire bibliothèque. Alors que les gens, quand on dit Bible, on l'utilise comme nom propre de dire que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament de la tradition culturelle occidentale et du Moyen-Orient. Mais dans le sens de l'histoire que ça se raconte, on dit que Dieu l'accorde. Il y a un sens mystique que je vais dévoiler pour les moyens littéraires qui s'appellent l'ode, de telle façon que ça se pourra chanter dans les églises. C'est un travail que je ferai très vite parce qu'il m'a donné beaucoup d'inspiration. Je commence donc maintenant à faire l'analyse sémiotique, étymologique, la nature des mots et tout ça. J'utilise différentes couleurs pour signaler les sens. Et tout ça, ça va donner un travail théorique qui va être, je crois, très, très intéressant. Et après ça, on fera la création. Et je ferai l'honneur de travailler votre travail. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, vraiment, ça me touche. Bon, alors que je fais l'introduction. J'étais à cette même présentation et je n'ai pas travaillé le texte, mais j'étais très impressionné de votre manière de réciter l'histoire, parce que vous avez récité l'histoire entière devant tout le monde. Ce n'était pas une vidéo. Vous voyez des personnes qui vous écoutaient pendant que vous présentez. Ce n'était pas enregistré à l'avance, c'était un acte qui était un des actes les plus anciens, qui est enfin, un ode, si tu veux, comme on chantait. Mais le fait de raconter à haute voix, c'est un art aussi. Alors, ici, on traite un sujet qui est toujours un petit peu inconfortable. On traite un sujet avec des vérités qu'on ne doit pas dire. On traite le sujet de la réalité que chez soi n'est pas la sécurité. Que le foyer n'est pas home, n'est pas le confort de sécurité.
Mais comment est-ce qu'on peut raconter ça? Comment est-ce qu'on peut raconter son nom des drames, les joies, comment est-ce qu'on peut raconter la vérité? Et la manière dont on raconte la vérité, c'est surtout de ne pas dire la vérité. C'est de raconter des histoires. D'ailleurs, en tout cas, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Parce que je trouve à chaque fois que nous pouvons influencer ou faire poser des questions au comportement, aux personnes intéressées, même un petit peu, c'est une grande réussite. Les gens ne réagissent jamais comme on aurait voulu. Mais de ce récit, on donne l'espace et le recul pour qu'on regarde à nouveau la relation homme-femme. Je me pose la question de savoir combien d'histoires, des faits réels sont dans l'agglomération de ce qui est dans ce récit. C'est une question que tu te poses. C'est quoi la vérité réelle dans ces récits? C'est quoi la partie du rêve, d'imaginaire? On ne peut véhiculer la réalité réelle que à travers l'imaginaire. Si on a un récit d'une jeune femme qui va à l'université finalement et qui rencontre son chéri, elle peut avoir des détails inventés qui ne touchent à aucun des récits biographiques que connaît Maman Sob. Mais le fait d'ajouter l'imaginaire et la fiction permet de retenir l'attention de l'autre à l'essentiel. Est-ce que quand vous avez commencé à rédiger les premiers brouillons, vous avez eu comme source votre propre histoire familiale et de la société où vous avez été? Comment vous avez fait pour inventer l'histoire? Oui, j'ai malaxé beaucoup de situations. J'ai vécu dans une famille, papa, maman, les enfants. Je suis la première fille en fait, de ma famille. Et je suis dans une société où les femmes vivent des discriminations aussi. Et aussi dans mon terroir, là où mon peuple vit, il y a aussi des fardeaux que les femmes prennent sur leur tête. Donc j'ai malaxé toutes les situations là pour écrire ce livre. Et vous avez pris combien de temps pour faire les différents essais jusqu'à donner? Et parce que votre livre est très logique. Et ça veut dire que les chapitres, c'est constitué avec, en plus de la préface, il y a 4 chapitres. Non? Je les ai marqués pour l'organiser logiquement. Et ces 4 chapitres sont complètement logiques. Un se succède à l'autre, de telle façon qu'on a l'impression, techniquement, que c'est une biographie. Même si c'est imaginaire, apparaît comme une biographie. Je dirais que c'est très important de comprendre le caractère biographique avec un S et non pas autobiographique. Ouais. Et c'est vrai, ça peut ressembler à une autobiographie, mais quand on entre dans le texte, mon nom n'est pas Madou.
C'est une autre personne. Le personnage qui est là, c'est pas elle. Et c'est des biographies de beaucoup d'autres femmes. C'est ça, voilà. Et beaucoup de femmes se retrouvent dans mon dedans. livre. Ce jour-là, la présentation à la nuit littéraire parisienne de mon livre, une dame est venue vers moi après. Hein. Elle me dit, c'est mon histoire que tu as racontée. Presque avec des larmes aux yeux. Et là, ça m'a touchée. La dame m'a dit qu'elle va chercher mon contact. On va continuer à causer. Et elle m'a dit qu'elle était une femme battue. Et elle était avec son enfant et elle me disait qu'elle a fait, je crois, 2 semaines dans le coma parce qu'elle était battue. Et l'enfant était récupéré par... la danse et tout. Oui, par les... Je ne sais pas si c'est les voisins, m'a dit les Blancs. Ils l'ont gardée. Il a fallu qu'elle revienne d'abord à la vie avant de... Voilà, donc elle s'est retrouvée exactement dans... Et même mes chansons. Je chante et vraiment je vois des larmes, je vois des témoignages, les échos me reviennent, que les femmes se sentent soulagées quand elles écoutent mes chansons. Surtout, il y a le titre que j'ai chanté devant vous la fois passée. Voilà, le titre c'est Moshio en mondang, dans ma langue, vas-y. Parce que les hommes aiment s'amuser. Hein, les hommes aiment être dehors, jeter un coup d'œil, avoir des amitiés, avoir des maîtresses. Et je conseille les femmes à ne pas se laisser facilement emporter par de telles difficultés. C'est vrai, quelqu'un que tu as aimé, tu ne vas pas accepter le voir dans les bras d'une autre personne. Mais l'intérêt familial est là. Tu dois supporter ton mari, tu dois l'accompagner. Le mari est comme un bébé. S'il te plaît, ce que tu fais, est-ce que tu peux... Il faut négocier pour sauvegarder son foyer, sauvegarder l'amour qu'on a commencé et surtout pour l'intérêt des enfants. Parce que quand on va un peu bousculer, l'éducation des enfants aussi prend un coup. Donc, les femmes se retrouvent vraiment dans mes créativités. Je ne sais pas si... Mais ce n'est pas ma vie. Mais quand on écrit, il y a toujours une partie de soi qui apparaît dans ce qu'on écrit. Donc, voilà quoi. Félicitez ce projet d'inviter Maman Sob. Comment est-ce que votre association, comment s'appelle-t-elle déjà? Yalomsprod, dans Paris 14 aussi. C'est notre rencontre avec Maman Sob. Au début, c'était sur Internet, c'était sur Facebook. Et lorsque je suis arrivée au Tchad pour installer aussi officiellement Yalomsprod au Tchad, j'ai profité pour faire des dons dans les orphelinats. Donc j'ai fait un peu le tour des orphelinats. Elle m'a invitée à la bibliothèque. Donc, je suis partie la voir et je lui ai dit, voilà, je dois faire un peu le tour dans les orphelinats pour faire des dons. Elle m'a dit, je veux voir si je finis ma réunion un peu tôt. Je vais te suivre, je viendrai t'accompagner. Je ne croyais pas, mais elle est venue. Et là, ça m'a touchée et j'ai essayé de revoir toute sa page, toutes ses activités et tout. J'ai dit, mais pourquoi pas la mettre devant parce que non seulement elle est artiste, elle chante, elle est encore écrivaine, il y a encore un plus par rapport à ce que j'ai l'habitude d'inviter. Donc elle a plusieurs casquettes, ça serait bien. Et puis ça permet aussi de mettre en lumière une femme, la femme tchadienne. Parce que nous, la femme tchadienne, nous au Tchad même, on n'est même pas connu ici. Quand tu dis je suis tchadienne, Tchad, c'est où? Tu dis c'est le cœur de l'Afrique centrale. Le cœur de l'Afrique centrale, ils vont aller chercher la carte maintenant pour commencer à regarder. Donc on n'est pas visible. Et je dis, donc moi, par rapport à mon association, je dis, bon, je veux faire un peu de lumière sur le Tchad. Et j'ai dit, mais pourquoi pas la femme tchadienne cette fois-ci? Parce que d'habitude, c'est les garçons que j'invite, les artistes. Donc là, j'ai dit, elle, comme on dit, Maman Sob, donc elle est la maman de tout le monde. Et moi, je suis la yaya culturelle. Yaya, ça veut dire la grande sœur culturelle. Donc, j'ai dit, bon, maman et yaya, bon, waouh, ça va faire un bon duo. Donc, c'est comme ça, je l'ai invitée. J'ai dit, bon, comme ça, elle va présenter aussi le livre. On va essayer de faire une journée dédicace avant la soirée
pour récolter les dons, comme Noël s'approche, Oui. pour les personnes en situation de handicap. Ceux de Paris, on va offrir des jouets aux enfants hospitalisés. Et ceux du Tchad, quand on était parti même dans les orphelinats, il y a des enfants en situation de handicap motrice qui n'ont même pas de béquilles, ils n'ont pas de chaises roulantes. On l'a porté, elle m'a aidé à porter les enfants là qui sont vraiment en situation de handicap. C'est difficile. Soit les béquilles qui sont plus grands et l'enfant, c'était pas, on a pleuré presque. Non. Donc, quand j'ai quitté le Tchad, j'ai dit cette fois-ci, je vais penser aux gens de mobilité réduite. Donc elle me dit Faladia, tu as fait un très bon choix. Je vais venir avec toi, je vais venir te donner la force. Donc on se soutient mutuellement en fait. Elle est un ange. Oui, elle est un ange parce que ce qu'elle fait est extraordinaire. Je vois qu'elle fait venir les artistes tchadiens ici. Le Tchad, les artistes tchadiens en fait, ils n'ont pas d'ouverture. Ils n'ont pas d'ouverture. Et quand j'ai commencé à voir Félicité, à travers cette dame, les artistes tchadiens sortent pour apporter la culture tchadienne, bousculer les frontières étrangères. Ça m'a touchée. Moi, je suis là à partager toutes les positivités humaines. Tout ce qui est positif, que je te connaisse ou pas, je partage ça. Et quand je l'ai vu en train de faire ça, j'ai commencé à partager. Je partageais. Voilà une Tchadienne qui fait ça. Voilà. Et ça a commencé à nous rapprocher. Et quand elle est allée à N'Djamena, moi j'étais en voyage. J'ai prié. J'ai dit, il faut que Dieu permette que je rencontre cette dame. Et je suis la directrice adjointe de la Bibliothèque nationale du Tchad. J'arrive, je l'invite. Et elle est arrivée, elle a encore apporté sa lumière à la Bibliothèque nationale du Tchad. Et on a commencé à s'accompagner depuis ce jour-là. Et grâce à Félix, je rencontre encore des grâces comme vous. Vous voyez, hein, professeur de lettres, ah mon Dieu. Je n'ai pas de mots pour vous dire merci. Dans le récit de professeur Milano, j'ai le sentiment qu'on commence avec un prétexte de vous en tant que femme tchadienne. Mais quelque part, et surtout votre récit de la personne qui vous a accosté en France en disant « vous racontez mon histoire », dépassez-vous la notion d'un contexte culturel spécifique pour atteindre, ne serait-ce qu'un tout petit peu, peut-être une universalité humaine. Absolument. Absolument. On est dans cette lutte-là. On est dans ce combat. Au Tchad, même si vous ne connaissez pas le Tchad, vous avez quand même une idée de ce pays. Non, mais on va aller visiter. Dieu nous ouvre la route. Non, avec Chris, on va partir pour les sélections. Oui. Soutenir la future oui, on va aller. J'ai pour d'ici à 2 semaines de tout votre livre transformer en une ode. On va chanter l'ode là-bas. Et oui, vous imaginez qu'est-ce que ça sera que vous venez avec votre livre, avec la Bible, et que ça se transforme en une ode pour que tout le monde les chante. Et qu'on aura l'envie de les chanter dans les églises. Oh là là. Mais ça, on le va faire avec Chris. Voilà. Donc, voilà. Lui, plein de projets. Dans le Tchad, un pays qui était en guerre. Vous voyez? Plus de 40 ans de guerre. Voilà. Et on est dans les petites divisions inutiles. J'ai un concept, je le dis souvent, les petites divisions inutiles. Je suis du Nord, tu es du Sud, tu es de telle région. Voilà, tu es de telle ethnie. Et nous décidons de combattre ça. Donc, dans notre pays, que tu sois du Nord
que tu sois du Sud, l'essentiel c'est d'être tchadien. Pour nous, c'est tout. Si on était dans ces petites divisions inutiles, je n'allais pas venir chez Félicité. Félicité n'allait pas m'inviter, mais elle m'a invité en tant qu'être humain, en tant que tchadienne. Nous sommes là, les bras ouverts, hein, pour tout le monde. L'objectif pour nous, c'est vraiment de faire connaître le Tchad, la culture tchadienne à l'international. Voilà. On vise l'international. Voilà. Donc là, on a eu des Américains qui sont venus, les artistes américains, qui se sont accrochés à notre projet, ils sont venus chanter et tout. Et prochainement, on va essayer de faire un saut aussi aux États-Unis. Donc il faut que j'apprenne d'abord l'anglais un peu. Et on va y aller. En tout cas, ils m'ont dit c'est facile. Téléphone, ça fait Google. Tu parles français, ça traduit. Donc il ne faut pas que ça me bloque, quoi, mais qu'on vienne aussi aux États-Unis. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble aujourd'hui. Sinon, on n'allait pas avoir ces grâces que vous êtes. Nous sommes pour l'être humain. Donc, si vous regardez, j'ai fait un entretien comme celui-ci il y a un an, qui est probablement sur notre blog, avec l'association Handicap France-Soudan Darfour International. Cette association a eu la chance de faire partir un crate, un shipping crate, un container. Un conteneur de matériel, ok. Au Darfour. Qui connaît actuellement la guerre. Il faut méditer. Parce que là, on va faire pour les enfants du Tchad et Congo RDC. De la Kinshasa, eux aussi, ils m'ont contacté sur Facebook aussi. Ils disent maman, bon, eux là-bas, ils aiment trop appeler les gens maman, papa. Je dis maman, nous aussi on souffre. On voit que vous vous occupez que les enfants du Tchad, mais nous aussi ça va pas. Il faut nous venir aussi en aide. Je dis c'est une petite association, c'est pas grand, mais bon, on va faire avec les moyens de bord. Donc, ils nous invitent à Kinshasa. Bon, voilà, maman Sobel est encore en campagne, donc j'essaie de retarder un peu. Et peut-être l'année prochaine, on va descendre là-bas parce qu'il y a des filles après la guerre. Et donc, elles sont orphelines de père, de mère, qui, après la guerre, qui ont marché à pied de Goma-Oudou là, pour arriver à Kinshasa, mais qui veulent quand même faire réussir. Donc, ils veulent aller à l'école. Il y a une association qui a créé une école, mais il n'y a pas de table-banc. Ils s'assoient par terre pour étudier. Donc, ils font des petits métiers de couture. On les apprend, les coutures, des petits. Donc, ils m'ont appelé en aide. Donc, il y a des enfants handicapés aussi dedans, les filles handicapées aussi dedans. Donc, ils disent que, maman, si tu peux nous aider avec quelques tables bancs et quelques béquilles, nous aussi, mets notre nom parmi les gens que tu vas donner les dons. Donc, finalement, ça s'agrandit. Il y a beaucoup de demandes. On a une expression aux États-Unis, j'oublie l'origine, mais c'est une origine qui est très connue, sans doute. C'était penser globalement ou penser mondialement, mais agir localement. Et l'association Les Danses Prod, vous vous estimez parisienne, du 14e, française, mondiale. Quelle est votre identité géographique? Non, on a commencé normalement, avant c'est pour soulager les gens de Paris, en général. Non? On est sur Paris 14, mais l'année dernière, on a fait les dons à l'hôpital Necker, c'est dans le 5e, Paris 5e. Donc, et je fais beaucoup avec Paris Solidarité. Je suis beaucoup bénévole avec Paris Solidarité. Donc ça fait qu'on fait tout. On a fait aussi la nuit de la solidarité. On m'a balancé dans le 16e pour voir les personnes qui dormaient dehors, les recenser et tout, toute la nuit. Donc vraiment, je suis un peu partout. J'ai fait aussi bénévolat avec Montparnasse Rencontre. Du coup, je suis un peu partout dans les associations. Et ça fait que comme je côtoie beaucoup de monde, et ça fait que ça... Yalom Prod commence à me dépasser, ça commence à devenir pas que Paris, pas que Tchad, mais ça devient un peu, ça s'élargit. Un des constats c'est ce que je vois de l'association des grands voisins, c'est que nos habitus sont nuancés, nos identités et nos participations communautaires sont multiples.
tu es présidente des Lances Prod, tu es aussi bénévole pour Paris Solidarité, pour Montparnasse Rencontre. C'est ça. Et de plus en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on donne nos identités aux communautés dans lesquelles nous nous trouvons, autant que les communautés nous prêtent une identité. C'est ça. Quelle est votre identité, Madame Sauvé? Maman Sauvé. Mon identité, je suis au service de mon prochain. Ouais. Ça, c'est mon identité. Je suis vraiment au service de mon prochain et je développe un sens d'écoute très, très grand. L'être humain n'aime pas trop de critiques. Oui. Mais moi, plutôt, dans les critiques, je grandis. Je suis issue d'un peuple. Mes aïeux ont habité sur une montagne. La montagne, le village, c'est Tozoko. C'est comme si on a coupé la montagne à moitié, on a coupé. Et sur la montagne, mes aïeux habitaient là. J'ai dit mes aïeux parce que maintenant, mes parents ne sont pas là, mais leurs descendants sont toujours là. La montagne est là. Toutes les cases sont sur la montagne. Aucune case en dessous de la montagne. Le village s'appelle Tozoko. J'aime me glorifier de ce village parce que c'est un site touristique oublié. On peut l'exploiter, mais c'est dans l'oubli comme ça. Mais maintenant, Dieu m'ouvre les yeux pour devenir artiste. Un jour, je compte aller faire un festival sur cette montagne et j'espère que je verrai Chris et pourquoi pas. mon prof là-bas. Alors, j'aime me glorifier de ce village. Un jour, je suis venue distribuer des romans dans les lycées de ma circonscription, là où je voudrais être députée. En allant dans un lycée, le lycée de Tozoko, je vois une plaque écrite Tozoko. Je viens, je me couche à côté de cette plaque. On me fait photo, je jette sur ma page Facebook. Ah, je suis la princesse de Tozoko. Mais voilà, et ceci et cela. La première intervention, la personne me dit, hey, tu aimes te glorifier, princesse de Tozoko, mais regarde la plaque. Elle est délavée. Elle est illisible. Il faut refaire ça. Tu vois, quand c'est la pluie, les herbes avalent cette plaque. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit merci beaucoup. J'avais pensé à améliorer ça quand je vais avoir des moyens. Mais quand la personne m'a dit, il a lancé un défi en même temps. je dois lui dire merci de passage. Il se reconnaît, le prince. J'ai pris le projet. Je suis rentrée en N'Djamena. Petit à petit, Dieu m'a donné des moyens. Au lieu que je fasse seulement la plaque pour le village, j'ai fait aussi pour le lycée. Super. Et quand j'ai apporté ça, on a planté la plaque. C'était la joie. Les habitants, les villageois étaient là pour nous accueillir. On a chanté, on a dansé. Je suis dans ces choses, ces petites choses. Mais je fais ça par le cœur, en fait. Ce n'est pas grand, mais des petites choses que je les exécute avec mon cœur. Voilà. La question que je me pose en entendant cela, c'est pourquoi est-ce que la politique a besoin des artistes politiques? Pourquoi est-ce que les artistes doivent être femmes et hommes politiques aussi? Oui, aussi. Aussi, voilà, c'est ça le mot. Les gens ont peur de politique, monsieur Chrisman. Pourquoi? Parce que il arrive des fois où la politique change les couleurs des choses. Quand c'est noir, la politique doit dire que non, c'est blanc. Quand c'est blanc, on doit dire que c'est noir. Non. Faire la politique, c'est gérer la cité.
Et on ne peut pas gérer la cité en changeant des mots, en changeant des situations. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est bon. Quand c'est... Non. Pour moi, un artiste peut faire la politique. Il y a des gens qui disent on ne peut pas mélanger les deux choses. Non. Un artiste agit pour changer sa société. Et positivement. Hein? Oui. Si l'artiste chante pour changer sa société, si l'artiste écrit pour le changement positif de sa société, pourquoi il ne doit pas être dans la politique où les décisions se prennent là-bas? Oui, il faut être dans l'arène des décisions. En tant qu'artiste, il faut changer les choses positivement. Mais ce que je déplore, je constate que les artistes ne sont pas artistes. Dans la plupart des cas, on est artiste pour son ventre, on est artiste pour ses intérêts, on n'est pas artiste pour son peuple. Et quand c'est comme ça, je me demande, est-ce que tu es vraiment artiste quand tu ne fais pas pour ton prochain? Même à l'église maintenant, on nous dit d'entrer dans la politique parce qu'un chrétien, un croyant est supposé être une bonne personne. Ta lumière là, tu dois l'apporter là-bas, là où c'est un peu, on considère que c'est un peu sombre, parce que c'est la politique. Apporte ta lumière là-bas. Pour moi, un artiste peut faire la politique. Et je suis dedans. Et vous savez, qu'est-ce que vous venez de dire m'a fait tout de suite penser à la page 14 de votre livre, où j'ai déjà beaucoup réfléchi. En un moment, la petite fille de la première femme se raconte qu'il y a un rêve visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire rêve visionnaire? C'est que dans les profondeurs de notre âme, de notre psychologie, apparaît dans le sommeil des images. Et avoir des rêves visionnaires, ça veut dire se rappeler des histoires très très anciennes qui restent dans la famille jusqu'à quelqu'un puisse être le porte-parole de ces rêves. Et vous, au moment que vous avez fait ces rêves visionnaires et que vous les avez organisés en 4 chapitres, il y avait une logique narrative, vous avez dévoilé une histoire qui reste dans votre famille. Là, j'ai fait les portraits de toutes ces familles très anciennes que vous avez raconté, parce que vous avez raconté la histoire de 8 ethnies différentes, de Mundanga, de Sara, de Goranas, de Gayar, de Bawine, de Kotoko, de Trom et des Arabes. Wow. Et vous savez, au moment que vous avez touché avec les sons, par exemple Goranas, vous savez remonter à des siècles, parce que dans chaque consonne voyelle, il y a une histoire qui se raconte et qui reste gravée dans l'univers, même si les gens ne sont pas conscients. Donc, alors que ces rêves visionnaires de la première femme, de la Ève, dans l'histoire biblique, vous mettez un jeu en passé que vous chantez sans savoir que vous chantez une histoire ancienne. Voyez-vous, qu'est-ce que c'est la politique? La politique, c'est l'histoire ancienne en mouvement. Sont les Grecs qui montrent que l'homme ne peut pas être homme sans avoir des droits et des devoirs.
y avoir des droits et des devoirs, c'est la politique. Seulement qu'il y a tellement de mauvais politiques que les gens ont fait que les mots politiques soient quelque chose de mauvais. Mais il faudra regarder l'histoire. Qui a été Abraham? Qui a été Moïse? Sont des hommes politiques. Alors qu'il ne faut pas, en Amérique latine, il y a beaucoup de politiques. C'est justement la latinité qui fait que d'une façon ou d'une autre façon, on a fait de la politique. Et il y a des prix Nobel qui sont des politiciens. Il y a un prix Nobel très connu ici en France parce qu'il est membre exceptionnel de l'Académie française, que c'est Mario Vargas Llosa, prix Nobel de la littérature, et membre exceptionnel de l'Académie française. Et n'étant pas français, c'est une chose très rare, mais il a écrit des choses merveilleuses et ils l'ont mis d'office, même si ce n'était pas France, à l'Académie française. Et lui était un politicien candidat à la présidence de, je ne sais pas de quel pays en Amérique, parce que nous avons beaucoup de pays aussi. Et alors qu'il faut avoir un regard en même temps de distance pour ne pas faire la politique politicien, la vulgarité de la politique, que c'est la majorité des politiciens qui font ça, mais en même temps avoir un regard philosophique de la politique et savoir que l'homme, c'est un homme de civilisation. Et pour cela, c'est un homme policé et politique. Regardez qu'est-ce que c'est beau. Un homme policé, c'est un homme bien élevé, bien respectueux des règles, parce que poli, c'est la civilisation. Donc, tu as bien résumé ta passion pour cet entretien et de votre générosité, Maman Sob. Maman Sob, est-ce que tu veux peut-être conclure cet entretien avec des réflexions D'accord. Je voudrais dire à tout être humain de ne pas perdre son temps dans les petites divisions inutiles. C'est parce que je ne suis pas dans ces petites divisions inutiles que aujourd'hui je me retrouve à Paris, s'il vous plaît, à Paris, grâce à Solcam Félicité, qui est un ange, qui a créé une association pour assister les personnes nécessiteuses. C'est à travers cette association que je me suis retrouvée à Paris et j'ai exposé mes livres qui ont attiré ces personnalités. Et là, je voudrais dire à tout être humain de s'ouvrir à l'autre. L'altérité est une richesse incommensurable. Et je voudrais dire merci à Félicité. Elle a ouvert toutes les portes devant moi. Mes livres vont être traduits en espagnol, en anglais, en chinois. Je sais que la route est déjà aplanie devant moi. Et je voudrais dire sincèrement merci. Merci à Félix qui a ouvert la route de l'ange Blandine devant moi. Quand on vient chez Blandine, on mange. C'est l'hiver, le commencement de l'hiver. Mais quand on vient chez Blandine, il y a de la soupe, il y a le fromage, Je voudrais lui dire aussi merci. Je voudrais dire merci à l'ange Chrisman et à l'ange, mon prof, parce que j'aime beaucoup les lettres. J'aime beaucoup les lettres. Ça, vraiment, il faut que je le déclare aujourd'hui ici. Moi, j'ai fait ma licence en linguistique. J'ai fait 2 ans lettres, je suis revenue. C'était une nouveauté dans mon université. J'ai opté pour la linguistique pour voir comment la nouveauté va s'afficher devant moi. Mais après, je suis revenue à mon premier amour, les lettres modernes. Et je suis en face
d'un grand homme de lettres. Je voudrais remercier le ciel pour cette occasion qu'il m'offre. Et bénédiction divine sur tout le monde ici. Donc, Blondine Sarro, directrice et présidente de l'association de la cantine Le de Montbouge, Montbouge, oui, qui organise notamment la fête de la banane tous les ans dans le 14e arrondissement, qui réunit tout ce qui tourne autour de la production de bananes dans le monde, qui avait, avec Elance Production, organisé la conférence vendredi dernier sur le livre de Maman Sob. Donc effectivement, une pensée à la cantine de Montbouge. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Et en dehors de cet entretien, dont nous avons pris l'engagement que je ferai la traduction à l'espagnol précisément au castillan. J'ai commencé déjà à le faire. Et Chris va faire la traduction à l'américain, alors que moi je le traduirai très rapidement parce que c'est un langage en même temps historique et culturellement c'est construit d'une façon que facilement on le peut traduire et on peut le transformer en ode. Donc mon engagement c'est qu'il y aura une traduction. Je vais chanter l'ode là avec plaisir. J'aime aussi chanter. Alors que si je vous ferai un petit exemple de qu'est-ce que ça donne. Rappelez-vous que je travaille seulement 3 jours, c'est cette chose-là, et pas tout le temps, c'est rapidement. On est même étonné là, vendredi, et vous avez tout écrit déjà, M. Vatro. Et donc, va être formidable parce que c'est un matériel qui permet de faire ce travail. Donc, je vais voy a recitarles la traducción en espagnol. Y ça me plaît beaucoup parce que c'est le plus direct qu'on peut le transformer en ode. Mais je vais improviser parce que je directement va au castillan. A la escucha del nombre Madeuf Pagui, toda la familia se pone de parada y salta y sobresalta de felicidad. Incluso el más fuerte como mi padre Pagui, salvo Madef. Ella se queda silenciosa, preocupada, meditabunda y angustiada. Madef baja la cabeza, las lágrimas caen sobre sus pies. Entre el rechazo de Magui y la jubilación familiar, la tenacidad tiene su precio y su costo. Ella llora, y encore ella llora. Imbaira aparece y grita: nosotros estamos en la felicidad y tú eres la que llora. Ella lleva a su hermana en las espaldas. Ella se pone a bailar en el patio y ella canta: Dios de los muy altos cielos, tú que trazas y yo sé el camino de todos, es por ello que tú me has hecho la gracia. Madef, Madef Pagui, Madef, Madef Pagui. Dios ha dejado dicho sí, la familia te ha dicho sí, vengan, Maj Valerie, di a Maj René aussi, y a mí, Imbaira, también. Levantemos la hija de Pagui, alto, alto, tan alto
que mis lágrimas serán nubes del cielo. Waouh! Bravo! Mais on peut faire même le théâtre avec, hein, franchement! Ah non, lo que yo he hecho, qu'est-ce que je fais, c'est une ode. Parce que facilement se transforme, et je vous dis en espagnol, parce que c'est pas la même chose que les français, bien que c'est une langue littéraire très importante du latin, mais le castillan, c'est les langues anciennes. Et pour cela que si on les pense et on les chante en castillan, se transforme en une ode. Lorsque moi, d'abord, je fais la traduction très vite et ensuite, je le fais en ode. Mais si on pourra aller aux élections d'ici à 15 jours, on pourra présenter la ode. Vous imaginez quelle impression donnera si on arrive là-bas et je chante la ode, parce que c'est une ode parce que ne raconte pas une histoire actuelle, raconte l'histoire des siècles où la femme a été opprimée en même temps que donne la vie. Wow. Bravo. Je suis content d'avoir laissé tourner des caméras. Oh là là. Donc, vous avez aimé